Aujourd'hui, dans Affaires sensibles et dans le cadre de notre journée spéciale Iran sur France Inter, donc, le mouvement vert de 2009. À l'issue de l'élection présidentielle du 12 juin de cette année-là et de la victoire frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, des millions d'Iraniens manifestent. Pendant plusieurs semaines, la République des Mollahs et son guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, tremblent face à cette vague de contestation. Alors comme d'habitude en Iran, la répression s'abat sur le peuple qui a osé contester le pouvoir. Maintenant, concernant ce pays, il faut s'émanciper de notre grille de lecture occidentale. Face à une société complexe, où les femmes sont contraintes de porter le voile mais sont plus nombreuses que les hommes à l'université, où la scène culturelle explose alors que des réalisateurs sont emprisonnés, où le suffrage universel est un principe constitutionnel mais où les manifestations politiques sont interdites, il faut pouvoir lire entre les lignes, tant le peuple iranien et son régime politique unique sont tiraillés, et depuis des décennies, entre désir démocratique et carcan autoritaire. Un pays qui connaît une nouvelle poussée de fièvre populaire, en ce moment même, mouvement toujours aussi réprimé. Il y a eu les printemps arabes, il n'y a toujours pas de printemps perse. Notre invité aujourd'hui, Delphine Minoui, correspondante du Figaro en Turquie, avant de l'avoir été en Iran de 1997 à 2009, autrice notamment du livre « Je vous écris de Téhéran », publié chez Point Seuil en 2018. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Franck Cognard, réalisation Fabrice Lègle et Hélène Bizion. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 20 mai 2009, Téhéran. Ce jour-là, le Conseil des gardiens de la Constitution, sous le contrôle du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, annonce officiellement les 4 candidatures retenues. Mahmoud Ahmadinejad, le président sortant, et Mohsen Redzai pour le camp des conservateurs, Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi pour le camp réformateur. 4 hommes du sérail de la République islamique. Terre de paradoxe, le régime des Mollahs, né après la révolution de 1979, emmené par son leader, l'Ayatollah Khomeini, repose sur une alliance de théocratie et de démocratie. Ainsi, le suffrage universel est-il un principe fondateur de toutes les élections parlementaires, présidentielles ou locales? Mais le pouvoir et la direction de la communauté sont soumis à la tutelle d'un guide suprême désigné par une assemblée de religieux. C'est la synthèse complexe du mouvement qui a renversé le Shah, mélange d'aspirations égalitaires issues de l'islam chiite et des courants de libération des années 60. La République islamique a 2 légitimités, l'une religieuse, l'autre démocratique, pour 2 souverainetés, l'une divine, l'autre populaire. La campagne électorale lancée s'ouvre en Iran une incroyable séquence politique. Le régime assouplit le contrôle du peuple et la mobilisation est impressionnante. La rue est investie par les citoyennes et citoyens iraniens. De Téhéran à Mashhad, en passant par Shiraz et Tabriz, sur les grandes places des villes, les gens se rassemblent, débattent jour et nuit. Des meetings et des débats télévisés sont organisés. Ces derniers jouent un rôle capital dans la campagne. C'est dans ce contexte que le candidat réformateur, Mir Hossein Mousavi, ancien Premier ministre dans les années 80, arrivé sur la pointe des pieds après une traversée du désert de 20 ans, s'impose au fil des semaines. Il n'hésite pas à attaquer frontalement son adversaire, Ahmadinejad, sur son bilan, l'inflation, le chômage et le déclin de l'économie, sur son style aussi populiste, isolationniste, antidémocratique. Face à ces attaques, Ahmadinejad continue sur sa ligne. Avec le sens de la nuance qu'on lui connaît, il compare les méthodes de ses adversaires à celles du Troisième Reich. Monsieur Hitler, au siècle dernier, avait un conseiller politique qui s'appelait Goebbels, le spécialiste de la guerre psychologique. Sa théorie pour isoler un homme ou une nation, c'était de dire « accusez-le » avec des mensonges. Répétez-le sans cesse et vous aurez gagné. Eh bien, c'est ce qui arrive à l'Iran.
En réalité, cette stratégie volontairement outrancière est celle d'un candidat bousculé. Ahmadinejad, qui s'appuie notamment sur le soutien des classes populaires, commet plusieurs erreurs au cours de la campagne, comme lorsqu'il critique la femme de Moussavi. Cette attaque choque les Iraniens, d'autant que Sarah Ranavard, doyenne de l'université de Téhéran, est au premier plan dans la campagne de son mari. Elle comble son déficit de charisme, mais surtout, elle soutient les droits des femmes iraniennes. Rapidement, Mir Hossein Moussavi s'installe en tête des sondages. Il réussit à emmener derrière lui la classe moyenne supérieure, les jeunes, les femmes. Autant de catégories qui n'avaient pas voté 4 ans auparavant, lassées par les soupçons de fraude. Les élections de 2005 affichaient un taux d'abstention de 40% historique pour le pays, et la victoire d'Ahmadinejad était entachée de nombreuses irrégularités. Cette fois, le vent de liberté qui souffle sur le pays mobilise toutes les couches de la population. À l'étranger aussi, on scrute avec attention l'échéance à venir, car l'Iran tient une place essentielle au Moyen-Orient. Et surtout, ce pays est au cœur du changement stratégique de l'administration Obama. Dans la lignée du discours du Caire et de sa politique de la main tendue, le président des États-Unis tient à s'exprimer la veille des élections iraniennes. Quel que soit le vainqueur de ces élections en Iran, nous espérons que le débat vigoureux qui a eu lieu nous servira à nouer le dialogue avec eux d'une nouvelle manière. Vendredi 12 juin 2009, premier tour de la présidentielle. Partout à travers le pays, dès les premières heures de la journée, les bureaux de vote affichent complets. À certains endroits, avant même l'ouverture des lieux, des files d'attente impressionnantes se forment. On manque rapidement de bulletins de vote dans certains bureaux. Le ministère de l'Intérieur décide alors de reculer l'heure de clôture des suffrages. Mais les premières inquiétudes arrivent. Dans chaque bureau, une vingtaine de personnes surveillent le bon déroulé du scrutin. Elles dépendent toutes d'institutions partisanes d'Ahmadinejad. On retrouve aussi les Basijis, cette milice issue de la Révolution, un organe de surveillance des quartiers et des lieux de travail. À l'origine autonome, ils sont désormais encadrés et entraînés par les gardiens de la Révolution, la garde prétorienne du guide suprême. Face à ces soupçons, les différents candidats de l'opposition insistent sur la nécessité de surveiller les résultats. Et les faits leur donnent raison. L'annonce des premières estimations tourne à la cacophonie. Moussavi apprend par certaines sources qu'il est en tête. Dans la foulée, le camp Ahmadinejad s'empresse de démentir et brandit des chiffres, 63% pour le président sortant, 34% pour Moussavi. À 23h30, une demi-heure seulement après la fermeture des bureaux de vote, l'agence de presse officielle IRNA diffuse ces chiffres. À l'annonce de ces estimations, les opposants commencent à sortir dans la rue. Des attroupements se forment dans différents quartiers de Téhéran. Ils dénoncent la fraude et le mensonge, au micro notamment de Christian Chesneau pour France Inter. Tout le monde est dans la rue, ils sont libres, alors nous sommes sûrs que Moussavi gagne. Vous pouvez voir la démocratie en Iran, nous avons l'espoir que nous pouvons voir ça. Mais là on annonce une victoire d'Ahmadinejad pour l'instant. Non, c'est faux. C'est faux? Oui, Ahmadinejad a gagné? Non. Pour l'instant, les premiers dépouillements... C'est le mensonge. Bien sûr, c'est le mensonge. Je pense qu'il y a des tricheries, 100%, je suis sûr. Je pense que c'est la défection de la démocratie. On a cassé le don du peuple de la part du gouvernement. Ne vous arrêtez pas là. Allez, passez. Pour l'opposition, c'est évident, ces chiffres ne reflètent aucunement la réalité du scrutin. Comment expliquer qu'Ahmadinejad réalise un tel score? Son bilan et la forte participation rapidement établie à 85%, chiffre historique, devaient nécessairement favoriser les candidats réformateurs, Moussavi et Karoubi. Cherchez l'erreur. Moussavi convoque alors une conférence de presse. Il conteste les résultats et dévoile une liste de fraudes. Manque de bulletins, fermeture anticipée des urnes dans certaines villes, prolongation des horaires dans d'autres. Il invite ses partisans à se rassembler pour protester de manière non violente. Les manifestants continuent de remplir les rues à Téhéran et la répression se met en marche.
Plusieurs milliers d'hommes armés se déploient dans la capitale, en province et dans les villes universitaires. Premiers affrontements entre les forces de l'ordre, les manifestants et premières arrestations. Dès le lendemain, à midi, les résultats officiels sont proclamés. Plébiscite pour Ahmadinejad, cette fois c'est officiel. Le président iranien a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Une réélection acquise dès le premier tour avec plus de 63% des voix. Son rival, le réformateur Hossein Mousavi, obtenant moins de 35% des voix. Dans le camp des religieux et des conservateurs, on jubile. Chez les réformateurs, c'est bien sûr la déception, voire même la colère. Le score s'affiche comme une insulte. Le détail des suffrages est absurde. Karoubi n'obtient même pas 1% des suffrages et Rezai, moins de 2%. Dans leur région d'origine, les candidats Mousavi et Karoubi sont largement battus, ce qui politiquement est plus qu'improbable. Le souffle démocratique né pendant la campagne est balayé par le pouvoir. Ce 13 juin 2009, les Iraniens viennent de vivre un putsch électoral, si je puis dire. Dans la foulée de l'annonce officielle des résultats, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, se précipite pour valider l'élection d'Ahmadinejad. Il évoque, je le cite, une véritable épopée nationale, une victoire de la démocratie islamique contre ses ennemis malveillants. Cet empressement choque plus d'un, y compris au sein du régime d'ailleurs. Pour beaucoup, c'est une faute politique. Le guide suprême outrepasse sa fonction d'arbitre. Cette démonstration de force dévoile au grand jour la volonté du régime d'imposer la réélection d'Ahmadinejad coûte que coûte. Car derrière cette élection présidentielle se joue une lutte de pouvoir en interne. L'Iran, c'est Florence chez les Perses. Avec son homme lige, Ahmadinejad, Khamenei veut réaffirmer son pouvoir, très critiqué depuis son accession contestée au titre de guide suprême en 89. Alors, depuis 4 ans, il renforce les pouvoirs des gardiens de la révolution et mène une politique qui vise un clan du pouvoir iranien en particulier, celui d'Hashemi Rafsanjani, président de l'Assemblée des experts, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. D'ailleurs, ce dernier n'hésite pas, dès l'annonce des résultats, à émettre des doutes. L'élection d'Ahmadinejad était donc programmée, mais ni le guide ni le président sortant n'avaient prévu la volonté de changement de l'opposition et du peuple, et la crise éclate au grand jour. Le samedi 13 juin, 17h, les manifestants retournent dans la rue et occupent les grandes places de la capitale. Téhéran est en ébullition. Ce soir, il y a des scènes d'émeutes et des poubelles brûlées en différents endroits de la capitale. Toute la journée, des groupes de quelques centaines de manifestants se sont affrontés aux policiers. Scène particulièrement forte quand place du djihad, une jeune femme frêle s'avance vers les forces anti-émeutes, les 2 poings au ciel. Elle crie sa colère, mort au dictateur. La foule, quelques mètres plus loin, reprend. Ici, dans cette république islamique, insulter le président peut vous coûter jusqu'à 2 années de prison. On ne lâchera pas, promet un jeune homme qui porte encore le t-shirt vert du candidat Mousavi. On ne se fera pas voler nos votes, mais la conversation s'arrête là quand tout le monde se met à courir encore une fois pour fuir les coups de matraque des policiers voltigeurs. Le rêve des jeunes iraniens aujourd'hui, c'est quoi? Le changement. En réponse, le 14 juin, Ahmadinejad organise la fête de la victoire. Dans un discours particulièrement violent, il balaie ses opposants d'un revers de la main. Il les traite de poussière. Toute manifestation non gouvernementale est interdite. Dans la nuit du 14 au 15, les dortoirs des campus universitaires du pays sont attaqués par les Bassidji. Pour mater la rébellion, autant s'attaquer à la source. 70% de la population a moins de 40 ans et le mouvement est principalement constitué par des jeunes. Au moins 13 étudiants sont tués cette nuit-là. Le lendemain, le 15 juin, est une journée décisive. Malgré les interdictions et la violente répression, malgré les menaces et les barrages, aux alentours de midi, plus de 3 millions de personnes se dirigent vers les 2 grandes places de la capitale, celle de la liberté et celle de la révolution, 2 notions qui décidément se regardent en chien de faïence. Sur ce point, l'Iran n'a rien inventé. La marche est pacifique, silencieuse, mais les premières banderoles sont sorties. Nous sommes les détritus. Où est mon vote ?
Et la couleur verte envahit les rues de la ville. Aucune organisation n'a appelé à ce rassemblement, non, aucun parti politique. Ces 3 millions d'Iraniens sont sortis dans la rue spontanément, sans mot d'ordre précis. Les autorités sont surprises, bien sûr, elles ne s'attendaient pas à un tel raz-de-marée. C'est tout simplement la plus grande manifestation de l'histoire de la République islamique. Les images de cette foule immense rappellent d'ailleurs ses précédents historiques. En ce 15 juin 2009 à Téhéran, le deuxième tour de l'élection volée s'organise. Au bout de quelques heures, une voiture s'avance difficilement dans la foule. Elle finit par s'arrêter. À son bord, un petit homme aux cheveux blancs sort et monte sur le capot. C'est Mir Hossein Moussavi. Il saisit un micro et s'adresse à la foule. Notre peuple demande à ce que sa volonté et son vote soient respectés. Moussavi sait ce qu'il risque, mais il avait promis à ses partisans de ne pas les abandonner. Reza et Karoubi, les deux autres candidats, se joignent à l'opposition, ainsi que l'ancien président réformateur Khatami. Le pouvoir est acculé, la démonstration de force impressionnante. Mais au moment où la foule se disperse sur la place Azadi, des coups de feu retentissent. Les tirs contre les manifestants font 10 morts et plusieurs blessés. Ce 15 juin 2009, le mouvement vert compte ses premiers martyrs, mais il a trouvé un leader. L'Iran vit peut-être l'un des plus importants chapitres de son histoire. Des centaines de milliers de personnes ont à nouveau défilé hier pour contester la réélection de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence. Les manifestants dénoncent un scrutin truqué. Pour eux, le gagnant est le réformateur Moussavi, personne d'autre. Selon nos confrères de la télévision officielle iranienne, 7 personnes auraient été tuées cette nuit par les forces de l'ordre. Il y aurait des blessés également. À partir du 15 juin 2009, le mouvement vert change de nature. Tous les acteurs de la crise politique sont surpris par l'ampleur du rassemblement. Les jours suivants, la mobilisation s'accroît, elle gagne la province. Dans plusieurs villes du pays, notamment à Mashhad, Ispahan ou Shiraz, les opposants d'Ahmadinejad sortent dans la rue. En réponse, ils subissent l'assaut des voltigeurs bassidji. À moto, munis de matraques, ils fendent la foule et répriment les manifestants. Malgré la répression, le mouvement est rejoint par les femmes, les classes moyennes, certaines minorités religieuses et ethniques. Les artistes iraniens font leur grand retour sur la scène politique. Des joueurs de l'équipe nationale de foot, à des milliers de kilomètres, arborent un brassard vert au cours d'un match en soutien aux manifestants. Dans les rues iraniennes, on entend des choses tues depuis des années. Les cris Allah Akbar, lancés la nuit depuis les toits, où des slogans comme mort au dictateur sont criés en plein jour. Face aux armes du régime, les opposants brandissent la désobéissance civile. Sous pression, le guide suprême doit réagir, d'autant que le Conseil des gardiens de la Constitution se déclare prêt à recompter les bulletins de vote dans certaines régions. Ali Khamenei finit par ordonner une enquête sur les fraudes, mais ce n'est qu'une posture. D'ailleurs, le 19 juin, après 3 jours de manifestation, il prend la parole au cours du Grand Prêche. Je le demande à chacun. Il faut arrêter. Vous n'arriverez à rien comme ça, et vous devrez en assumer toutes les conséquences. Ali Khamenei enterre définitivement la possibilité d'une nouvelle élection. Il choisit l'affrontement. Les forces spéciales des Bassidji ne suffisent plus pour contrôler et impressionner les manifestants. Alors, ils sont rejoints par les gardiens de la révolution qui n'hésitent pas à tirer sur les manifestants, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Tout le monde est pris pour cible et la violence s'intensifie. Il y avait plein de police, des milices, des Bassidji, des gardiens de République, gardes spéciales et des hommes que j'ai jamais vus. Ils étaient comme des ninjas. Oui, j'ai eu vraiment peur. C'était énorme. Ils étaient partout dans la rue. Après, on a essayé de rentrer encore et on a vu, voilà, maintenant des gens qui étaient attaqués. Je sais pas, les mains cassées, les visages pleins de sang. J'ai jamais vu ça dans ma vie.
Le pays se ferme. Les visas des journalistes ne sont pas renouvelés et les principaux médias, contrôlés par le pouvoir, diffusent de fausses informations. Mais la révolte continue sur Internet. On parle rapidement de révolution Twitter. Le réseau social américain joue pour la première fois un rôle prépondérant dans une manifestation populaire. Pas forcément en Iran, où le nombre de comptes est limité, mais à travers le monde comme relais d'information. Les mots-clés Iran élection, Iran proteste s'imposent rapidement en tête des références. Pour lutter contre la censure, les vidéos filmées grâce au téléphone portable documentent le conflit et illustrent la violence du régime. Malgré la limitation des connexions Internet et les interdictions de nombreux sites, les Iraniens contournent les difficultés. Le monde entier découvre alors les images brutales du mouvement vert. Le 20 juin, Neda Agasoltan, une jeune femme de 26 ans, étudiante en philosophie, participe à la manifestation quand tout à coup, elle reçoit une balle. Elle s'écroule sur le coup. Sa mort est filmée en direct. Les images sont terribles, les yeux de la jeune femme qui se tourne vers l'objectif avant de mourir, les cris de ses amis. Neda, qui signifie l'appel ou la voix en langue persane, devient l'icône du mouvement vert. Elle symbolise la répression sanglante d'Ali Khamenei et d'Ahmadinejad. À travers elle et des dizaines d'autres victimes, c'est toute une culture du martyr qui se réactive dans la société iranienne. En parallèle, la propagande du régime se développe sur un argument simpliste. Ces manifestations sont un complot fomenté par l'Occident pour nuire à l'Iran. Le pouvoir organise des contre-manifestations. Les arrestations d'opposants politiques, de journalistes se multiplient. Certains témoins assistent à des enterrements clandestins la nuit dans des cimetières par les forces de l'ordre. Les récits des détenus commencent à se propager. On parle des conditions inhumaines de la prison de Kairzak, meurtre sous la torture, viol des détenus, conditions d'incarcération épouvantables. La prison est rapidement baptisée l'Abu Ghraib iranien. Face à ces images, ces témoignages, la pression internationale s'intensifie. Barack Obama sort de sa réserve et dénonce cette répression. Nicolas Sarkozy, le président français, se montre offensif lui aussi. La situation en Iran est extrêmement préoccupante. La réaction du pouvoir est totalement disproportionnée. Le pouvoir prétend avoir gagné les élections haut la main. Si c'était vrai, on se demande bien pourquoi il faut mettre les opposants en prison. Il faut réprimer avec une telle violence et tant de victimes les manifestations. Pour des gens qui ont gagné les élections, entre guillemets, avec près de 2/3 des voix, au premier tour, on se demande bien pourquoi il faut une réaction si brutale. Dans le même temps, Ahmadinejad reçoit les félicitations de Moscou et de Pékin. La violence de la répression finit par avoir raison du mouvement. Alors, petit à petit, les manifestations se réduisent et les actions deviennent plus sporadiques. Moussavi lance un appel à la grève générale. Il cherche le soutien du bazar, le poumon économique du pays. Mais ce dernier ne suit pas. Le 29 juin, le Conseil des gardiens de la Révolution, en charge du recompte des voix, confirme la réélection d'Ahmadinejad. La cérémonie d'investiture se tient le 1er août à Téhéran. Le vainqueur réaffirme sa ligne politique. Moi, en tant que président de la République d'Iran, jure devant le Coran sacré, la nation iranienne et Dieu, d'être le gardien de la religion officielle, de la République islamique et de la Constitution. Sur le plan international, nous assurerons la paix et la sécurité. Mais comme nous voulons cela pour toute l'humanité, nous nous opposerons à l'injustice, à l'agression et à la mainmise de certains pays. Quelques semaines après l'investiture, vient le temps des procès. Parodie de justice, sorte de procès de Moscou à l'iranienne, les séances sont retransmises en direct à la télé pour impressionner la population. Les prisonniers se présentent en uniforme face au juge et récitent un texte appris par cœur sous la menace. Ils avouent être des agents au service de pays ennemis de l'Iran.
Parmi les accusés, on retrouve des occidentaux comme la française Clotilde Reiss, simple lectrice à l'université, arrêtée à l'aéroport et incarcérée pour espionnage. Le signal est fort, l'Iran d'Ahmadinejad continue sa diplomatie isolationniste et n'hésite pas à répondre aux accusations des pays comme la France ou la Grande-Bretagne par une politique de prise d'otages. De son côté, le mouvement vert, étouffé par la violence du régime, renaît sporadiquement, se diffuse par d'autres biais. Dans les stades de foot, la couleur verte remplit les tribunes, on entend des chants à l'encontre du pouvoir. Dans les universités, le mouvement étudiant continue. Les fêtes religieuses, seul moment de rassemblement autorisé, sont l'occasion de nouvelles manifestations. Point d'orgue, la journée d'Ashura, célèbre fête chiite qui commémore le massacre de l'imam Hossein et de sa famille. L'Ashura symbolise la lutte contre les injustices et l'oppression. Ainsi, le 19 décembre 2009, plus de 6 mois après les événements, des rassemblements immenses s'organisent dans tout le pays. Mais la répression continue et fait plusieurs dizaines de morts parmi les manifestants. Karim Laïdji, président de la Ligue iranienne de défense des droits de l'homme, revient sur ces événements. Le mouvement se radicalise. Aujourd'hui, les gens dans la rue ne demandent plus le départ d'Ahmadinejad. Aujourd'hui, les gens dans la rue visent directement le guide suprême. Et je suis certain que malgré cette politique de répression, je suis certain que ce mouvement aussi, non seulement va continuer, va se radicaliser davantage et peut-être vers une autre révolution. Ce sera pourtant la dernière grande manifestation du mouvement vert. Le 1er janvier 2010, Moussavi exprime une série de revendications et entend continuer le combat à la tête d'une formation politique. Il sera bientôt placé sous résidence surveillée. C'est en coulisses que les véritables conséquences de cette séquence politique se font sentir en Iran. Des dissensions fortes apparaissent au sein du clergé ou dans les forces paramilitaires. Le mouvement vert n'a pas réussi à renverser l'ordre établi, ce fut une révolte sans révolution, un soulèvement sans victoire, mais peut-être, sûrement même, a-t-il inspiré les printemps arabes de 2011. Quatre ans après la Révolution verte, la victoire du réformateur Hassan Rouhani en 2013 atténue l'amertume qu'on pouvait lire sur les affiches pendant les manifestations et qui dit toute la force, la vigueur, les aspirations de la société iranienne à travers ces mots d'une intensité dont je vous laisse apprécier la dimension. En votant, nous avons écrit amour. Ils ont lu dictature. Vous écoutez Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, à la lumière du nouveau soulèvement en Iran, journée spéciale consacrée à ce pays, dont nous allons parler avec une consoeur qui le connaît bien, Delphine Minoui. Bonjour. Bonjour. Correspondante du Figaro en Turquie, spécialiste de l'Iran. Donc vous avez été correspondante à Téhéran, toujours pour le Figaro. C'était de 1997 à 2009. Et autrice notamment du livre intitulé « Je vous écris de Téhéran », publié chez Point Seuil en 2018. Et je précise que vous êtes pris Albert Londres 2006. Bien, vous étiez en Iran lors de ce printemps 2009 que nous venons de raconter. Vous l'avez vécu de l'intérieur. Est-ce que vous voyez des parallèles avec le mouvement d'aujourd'hui ? Apparemment oui, et si oui, lesquels? Oui, pour moi, vraiment, le parallèle le plus flagrant, c'est que comme en 2009, aujourd'hui, la contestation est portée par des femmes et par des jeunes. À l'époque, je me souviens, on voyait des Iraniennes qui défiaient les miliciens Bassidji en pleine rue. Elles avaient un foulard vert, la couleur de l'opposition, sur la tête, et puis elles portaient un masque chirurgical sur le visage pour ne pas être reconnues. Et cette fois-ci, ce qui me marque vraiment dans ces images qui nous proviennent d'Iran, la grande différence, c'est qu'elles s'expriment à visage découvert. Elles osent arracher leur voile, le brûler en public, même parfois se couper les cheveux pour certaines devant les forces de l'ordre. Il faut savoir que ce sont des gestes très très symboliques et également très très courageux pour des Iraniennes. Certes. Est-ce que ça marque une évolution, à votre avis? Est-ce que ça marque une évolution, un mouvement qui pourrait aller plus loin que les précédents? Ah, complètement. C'est-à-dire que là, déjà, ce qui est très marquant, c'est que ce sont les femmes qui sont vraiment sur le devant de la scène. D'ailleurs, on entend dans les slogans, un des slogans phares, c'est Zan, Zendegi, Azadi, femme, vie,
liberté. Mais au-delà des femmes, vous voyez toute la société qui descend dans la rue. Et ça, c'est inédit. Vous avez des hommes, vous avez différentes classes sociales, différentes classes populaires, vous avez des grands centres urbains comme des villages reculés. Ça n'a rien à voir avec les révoltes précédentes. Oui. Alors, quand on parle aux Iraniens de printemps arabe, je précise que les Iraniens ne sont pas arabes, mais perses. Les printemps arabes ont été plus ou moins couronnés de succès. Et là, on voit en Iran des poussées de fièvre 2009, 2013, 2018. Qu'est-ce qui explique ces mouvements qui vont de l'avant et qui reculent? Ensuite, la répression, bien sûr. Mais pourquoi cette récurrence-là? C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est, je dirais que la mort de cette jeune femme, qui a été tuée quand même, il faut le rappeler, pour un voile mal porté, la mort de cette jeune femme a été l'étincelle. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est tout un ras-le-bol aujourd'hui qui s'exprime à Téhéran, issu de plein de revendications qui ont précédemment été prononcées par les protestataires, parce qu'il y a eu d'autres mouvements avant. Il y a eu 1999, la révolte estudiantine. Je me souviens, j'étais déjà à Téhéran à l'époque. 2009, porté plutôt par des slogans politiques. Et puis, ces dernières années, entre grosso modo 2017 et 2019, des revendications à cette fois-ci économiques, contre le chômage, contre la cherté de la vie. Mais ce qui se passe, c'est que le pouvoir n'a jamais été capable de répondre à aucune de ces demandes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez tout un pays qui bouge, tout un pays qui descend dans la rue. Est-ce que vous avez le sentiment ou des informations selon lesquelles le pouvoir iranien serait peut-être plus aux abois aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été ? C'est évident, je pense que le pouvoir se sent tellement fragilisé qu'il se raccroche aux deux armes qui lui restent. D'un côté, la propagande, en essayant même de couper tous les canaux de l'Internet, en voulant nous faire croire que la pauvre Mahsa Amini est morte d'une crise cardiaque, en voulant nous faire croire que ces manifestants sont des mercenaires à la solde des États-Unis, voire d'Israël. Et donc, en fait, avec ces armes-là, il y a cette première arme, et la deuxième arme, c'est l'arme de la violence, de la répression. À ce jour, il y a plus de 150 victimes de cette grande répression. Donc, c'est révélateur d'un régime qui se sent fragilisé, mais qui tient malgré tout, parce que finalement, à l'inverse des printemps arabes, souvenez-vous par exemple ce qui s'est passé en Tunisie, moi j'étais dans la rue tunisienne à l'époque aussi, si la population a pu faire tomber Ben Ali, c'est parce qu'à un moment donné, elle a eu le soutien de l'armée. Oui. Or aujourd'hui, que ce soit l'armée, ou que ce soit le corps des gardiens de la Révolution, qui est la garde prétorienne du régime, tant qu'il n'y aura pas de fissure interne au sein de ces deux grandes institutions, le pouvoir continuera malgré tout à tenir. Alors, la répression du mouvement en 2009 a été particulièrement violente, elle l'est aujourd'hui également, notamment en prison. Alors, je reviens à 2009, où les personnes arrêtées ont été victimes de torture. On va écouter le témoignage d'un blogueur, Ebrahim Metari, qui a fui l'Iran après sa libération. Et depuis, il dénonce les sévices qu'il a subis. Ce témoignage, celui que vous allez entendre, est extrait du film de Manon Loiseau, Chronique d'un Iran interdit, produit chez Magneto Press. Une heure après mon arrestation, nous sommes arrivés à cette prison, qui n'était pas une prison officielle. Il y avait une caméra, une ou deux, je ne me souviens plus. Quand elle était allumée et que l'interrogatoire était filmé, tout allait bien. Mais quand le bouton était éteint, les tortures commençaient. Mon bourreau était un expert dans son travail et un homme religieux, très religieux. Un jour, le téléphone de mon bourreau a sonné. Il a fourré des tissus dans ma gorge, puis il a mis sa main sur ma bouche en me laissant juste respirer par le nez. Il a répondu à son téléphone en disant « Je suis au boulot, je travaille ». Dans sa manière de parler, je comprenais qu'il avait une vie humaine ordinaire. C'est un bon père, un bon fils ou un bon mari. Et il ne veut pas mélanger ces deux mondes. En fait, c'est un être humain, quelqu'un comme vous et moi, comme nous tous.
Sauf que lui, il est arrivé à la conclusion que tu n'es pas celui que tu devrais être. Tu as tourmenté son rêve. Tu as gêné son idéal de pouvoir. Pour eux, nous sommes ceux qui avons brisé le cœur du guide. Et celui qui brise le cœur du guide, pour un religieux appartenant à ce système, ce n'est plus un humain. C'est un animal qu'il faut opérer. Et ils m'ont bien opéré. Vraiment bien opéré. Voilà, la force de ces témoignages, c'est sa pudeur. Hein. Tout est dit sans jamais aller dans les détails, mais on comprend tout du système carcéral iranien. J'imagine qu'il n'a pas changé. J'imagine que ça recommence là avec ces événements contemporains d'aujourd'hui. Delphine Minoui. Évidemment, c'est un système très très bien organisé. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a eu déjà des milliers d'arrestations. Il y a eu une rafle terrible il y a quelques jours dans l'enceinte d'une prestigieuse université, l'université Sharif à Téhéran. À ce jour, on ne sait pas ce qu'il est advenu de ces jeunes qui ont été arrêtés. On ne sait pas où ils se trouvent. Ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est monté à un cran au-dessus par rapport à la violence de 2009. Parce que là, cette fois-ci, on a l'impression que le régime ne se cache plus par rapport à sa violence. Vous voyez, une image qui m'a énormément marquée, que j'ai vue sur les réseaux sociaux hier, c'est ces obsèques d'une jeune victime. Et tout d'un coup, il y a des coups de feu qui sont tirés aux obsèques. Et un homme est tué. Ça, c'est sans précédent. Ça, moi, ça me rappelle les images de Syrie, vous voyez. Oui. Le régime iranien avait toujours cette technique, jusque-là, de se dire on va cibler quelques personnes pour intimider le reste du pays. C'est un régime qui a toujours fonctionné sur la peur, sur cette paranoïa générale que les gens doivent ressentir au quotidien, à l'école, dans la rue, dans les maisons. Et là, c'est le retour de la violence brutale, comme on a pu le voir au tout début de la révolution de la République islamique, quand les mollahs ont pris le pouvoir en 1979. Et ce n'est pas anodin. Le président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, qui a été élu en 2021, c'est un homme qui a du sang sur les mains. C'est un homme qui a été impliqué dans le massacre de milliers de prisonniers politiques dans les années 80. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui aux protestataires. Et c'est pour ça que les gens dénoncent aujourd'hui le système dans son intégralité et pas seulement une des factions du régime. De ce que j'entends, de ce que vous me dites, est-ce qu'on peut considérer qu'on n'assiste pas à une poussée de fièvre supplémentaire, mais peut-être à un point de bascule de l'histoire de l'Iran? On sent vraiment que là, c'est vrai que tous les ingrédients d'une révolution sont là, sous nos yeux. Tout un pays qui se soulève. Dans la rue, vous avez des femmes, mais aussi beaucoup d'hommes qui les soutiennent. Vous avez des représentants de différentes minorités ethniques. Vous avez beaucoup de lycéennes, c'est très très marquant, prêtes à piétiner le drapeau du pays, le portrait du guide suprême. Elles sont rejointes maintenant aussi par des jeunes hommes, par des lycéens. Il y a des syndicats également qui ont appelé à la grève, comme par exemple le syndicat des chauffeurs de bus. Donc c'est évident qu'il y a quelque chose d'inédit qui est en train de se passer. On assiste à un véritable tournant de l'histoire contemporaine iranienne. Delphine Minoui, on se retrouve dans 3 minutes. On parlera des relations extérieures de l'Iran, parce que c'est important aussi, après avoir écouté Dominique A. avec les autres. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Delphine Minoui, pas mal de politologues, d'observateurs estiment que l'Iran, avec un régime plus fréquentable, aurait vocation à être un pôle d'équilibre au Moyen-Orient avec Israël, de grands pôles géopolitiques. Mais nous n'y sommes pas. En attendant, quelle relation l'Iran entretient-il avec les monarchies pétrolières ? Rappelant quand même que l'antagonisme entre Arabes et Perses n'est pas d'aujourd'hui, remonte à quelques millénaires. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu une compétition dans le monde musulman entre d'un côté l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Et de part et d'autre, on a toujours assisté à une concurrence, même en termes de relations avec certains pays occidentaux, pour avoir une sorte de suprématie en termes à la fois idéologiques mais également économiques. Et donc cette relation notamment avec Riyad, elle a toujours été très très ambiguë.
Et il faut rappeler aussi qu'en Iran, il existe une minorité sunnite qui a toujours été soumise à une grande surveillance, voire une répression, parce que la peur des Iraniens aujourd'hui, c'est justement qu'il y ait une sorte de soulèvement fomenté de l'étranger, parce que, bon, elle est quand même réaliste au-delà des théories du complot, et donc la peur, ce serait de voir l'Arabie Saoudite utiliser cette minorité sunnite pour déstabiliser aujourd'hui l'Iran. Et avec Israël, parce qu'on se souvient des rodomontades de Ahmadinejad qui disait il faut détruire Israël, et on se disait que c'était finalement un discours orienté vers la politique intérieure entre les différents pôles de pouvoir en Iran, le pôle religieux, le pôle politique. Aujourd'hui, quelle relation l'Iran entretient avec Israël? Quel dessein entre les deux pays éventuellement? Ça a toujours été la grande stratégie des tyrans, et c'est pas seulement le propre de l'Iran que de s'inventer un ennemi extérieur pour, au nom d'une menace, réprimer la population en interne et faire la guerre à sa propre population. Par contre, en effet, en ce qui concerne Israël, il est évident que dans l'état actuel des choses, tant que la République islamique tiendra, les relations sont au point mort, elles sont impensables. Vous savez, quand vous êtes iranien, que vous avez donc un passeport iranien, il est même écrit sur votre passeport que vous avez l'interdiction d'aller sur les territoires occupés. Donc il y a vraiment une déclaration entre guillemets de guerre idéologique qui a été donnée à l'encontre d'Israël. Et dernier point, les relations de l'Iran avec le monde occidental, depuis que Trump a dénoncé les accords sur le nucléaire et la levée des sanctions, c'est évidemment tendu. On pourrait passer d'une situation tendue à une situation de main tendue. Est-ce que c'est envisageable, notamment sur le nucléaire ? C'est très compliqué. On sait que récemment, les Européens, y compris les Français, ont tenté de relancer l'accord sur le nucléaire pour trouver enfin un compromis qui permettrait d'apaiser la relation, de réduire les sanctions qui asphyxient complètement aujourd'hui la société iranienne. Mais il faut le rappeler, si on fait un pas en arrière dans l'histoire contemporaine, il est évident qu'en sortant de l'accord sur le nucléaire en 2015, Donald Trump, donc l'ex-président américain, a malheureusement fait le jeu des conservateurs. Et cela a nourri leur rhétorique selon laquelle les réformateurs s'étaient une fois de plus fait rouler dans la farine. Et bien sûr, la suite, on la connaît, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Après cette période d'ouverture sous la présidence d'un religieux modéré, Hassan Rouhani, de 2013 à 2021, et bien aujourd'hui, c'est un ultra-conservateur, Ebrahim Raïssi, qui a été élu et qui reprend les rênes du pouvoir sous l'égide, il faut le rappeler, du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a toujours le dernier mot en Iran. Mais ce sera le dernier mot pour ce qui concerne l'interview. En tout cas, merci infiniment, Delphine Minoui, pour vos éclairages et votre connaissance de ce pays, l'Iran. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la révolte verte en Iran.